L'impératrice Mathilde fut une puissante prétendante à la couronne d'Angleterre durant l'anarchie. Cette guerre civile acharnée, menée entre les années 1138 et 1153 à travers l'Angleterre et la Normandie, a plongé les deux royaumes dans un état de quasi-effondrement total. Et l'ordre s'est désintégré et le pays a sombré dans le chaos, devenant un lieu de peur et de souffrance pour son peuple. Le conflit fut si dévastateur qu'un chroniqueur a déploré « le Christ et ses saints dormaient pendant cette période ». Même selon les critères des guerres médiévales les plus brutales, c'était une époque de ruine et de désespoir exceptionnel. Au cœur de cette tempête se tenait l'impératrice Mathilde, une femme à la volonté inébranlable, à l'ambition sans relâche et au sang royal. Bien que les grands seigneurs d'Angleterre et de Normandie lui aient prêté serment de fidélité, lorsque le moment est venu, beaucoup n'ont pas défendu sa revendication au trône. C'est l'histoire de la première reine d'Angleterre, même si l'histoire ne s'en souvient pas ainsi. Ceci est le récit de l'impératrice Mathilde. Mathilde est née du roi Henri Ier d'Angleterre et de sa première épouse Mathilde d'Écosse en l'an 1102. Son père Henri était le plus jeune fils de Guillaume le Conquérant, le duc normand qui en 1066 avait traversé la Manche et s'était emparé du trône d'Angleterre, forgeant un empire anglo-normand qui s'étendait jusqu'au pays de Galles. À la suite de cette conquête, une nouvelle élite émergea, de puissants barons qui possédaient des domaines des deux côtés de la Manche et maintenaient des liens étroits avec le royaume de France. À l'époque, il s'agissait d'une fusion fragmentée de comtés et de seigneuries, à peine maintenue sous la domination nominale du roi de France. Sa mère, la reine Mathilde d'Écosse, apportait avec elle une lignée d'une profonde puissance symbolique. Elle était la fille du roi Malcolm III d'Écosse et de Marguerite de Wessex, membre de l'ancienne maison royale saxonne de l'Ouest et descendante directe d'Alfred le Grand, le vénéré roi anglo-saxon qui avait régné bien avant l'invasion normande. Pour Henri Ier, ce mariage était bien plus qu'une alliance politique. C'était une union qui renforçait sa légitimité en fusionnant l'ambition normande avec l'héritage de la lignée royale native d'Angleterre. Mathilde avait un frère légitime, Guillaume Adelin, l'héritier du trône. Son père, cependant, avait de nombreuses maîtresses et engendra environ 20 enfants illégitimes. Peu de choses sont rapportées sur les premières années de Mathilde, mais on pense qu'elle essaie les rester sous la garde de sa mère, recevant une éducation axée sur la lecture et la dévotion religieuse. Son éducation a été influencée par la présence de nobles éminents à la cour, notamment son oncle maternel David, qui deviendra plus tard roi d'Écosse, ainsi que des figures ambitieuses comme son demi-frère Robert de Gloucester et son cousin Étienne de Blois. En l'an 1108, lorsque Henri Ier partit pour la Normandie, il confia Mathilde et son frère Guillaume aux soins d'Anchelm, l'archevêque de Cantorbéry, un ecclésiastique respecté et apprécié par la reine Mathilde. Bien qu'aucun document détaillé sur l'apparence de la jeune Mathilde ne subsiste, les chroniqueurs contemporains parlaient d'elle comme d'une femme d'une beauté remarquable, une fois adulte. Vers l'an 1109, Henri V d'Allemagne, empereur du Saint-Empire romain germanique et roi de Bourgogne, d'Allemagne et d'Italie, envoya des émissaires en Normandie avec une proposition. Il voulait épouser la jeune Mathilde. Il écrivit aussi à sa mère pour insister sur ce point. Pour le roi Henri Ier d'Angleterre, cette union était extrêmement séduisante. Sa fille épouserait l'une des dynasties les plus puissantes d'Europe, ce qui renforcerait sa propre position en tant que plus jeune fils d'une maison royale relativement récente et lui procurerait un allié puissant. Le 25 juillet de l'an 1110, Mathilde fut couronnée reine des Germains et le couple fut officiellement fiancé. Bien que la différence d'âge fût importante, Mathilde n'avait que 8 ans tandis que Henri en avait 24. En janvier de l'an 1114, lorsque Mathilde avait 12 ans, elle épousa Henri.
et entra officiellement dans la vie publique en Allemagne avec sa propre maison royale. Malgré sa jeunesse, Mathilde était loin d'être une reine passive. Elle jouait un rôle actif au sein du gouvernement impérial. Elle parrainait des concessions royales, répondait aux pétitions et participait aux cérémonies officielles, démontrant ainsi sa maîtrise des affaires politiques. Lorsque Henri V fut excommunié par le pape Pascal, l'empereur et Mathilde traversèrent alors les Alpes pour se rendre en Italie en l'an 1116, déterminés à affronter directement la papauté. Un an plus tard, ils avancèrent jusqu'à Rome elle-même. Le pape s'enfuit à leur arrivée et, en son absence, l'envoyé papal Maurice Bourdin couronna le couple à la basilique Saint-Pierre, probablement à Pâques, et de nouveau à la Pentecôte. À travers ces cérémonies, Mathilde revendiqua le titre d'impératrice du Saint-Empire romain germanique, un titre qu'elle porterait fièrement pour le reste de sa vie, et qu'elle utilisa sur tous ses sceaux et chartes. En l'an 1008, l'empereur Henri retourna en Allemagne pour réprimer de nouveaux soulèvements et rébellions, laissant Mathilde derrière lui comme régente en Italie. Bien que les archives de sa régence soient rares, il est probable qu'au cours de cette période, elle ait acquis une expérience précieuse et concrète en matière de gouvernance. Le mariage, cependant, ne donna pas d'enfant, et en l'an 1125, Henri V mourut après être tombé malade. À seulement 23 ans, Mathilde se retrouva veuve et son pouvoir, autrefois issu de son mariage impérial, était désormais incertain. Sans héritier, elle ne pouvait pas continuer en tant que régente de l'Empire. Son avenir semblait se dessiner selon l'une de deux voies, devenir religieuse ou trouver un autre mariage politique. Bien que des propositions de princes allemands aient en suivi, Mathilde les refusa toutes et choisit de retourner en Normandie. Son départ fut définitif. Elle abandonna ses domaines au sein de l'Empire et emporta avec elle un trésor privé de bijoux, ses insignes impériaux et 2 des couronnes de son défunt mari. Son chapitre comme impératrice du Saint-Empire romain germanique s'acheva, mais son histoire ne faisait que commencer. En l'an 1120, le paysage politique de l'Angleterre fut irréversiblement bouleversé par un seul événement tragique, la catastrophe de la Blanche-Nef. Tard dans la nuit, environ 300 passagers, dont le frère de Mathilde et héritier du trône d'Angleterre, Guillaume Adelin, ainsi que de nombreux nobles de haut rang, montèrent à bord d'un navire pour effectuer le voyage de la Normandie vers l'Angleterre. L'ambiance était de joyeuse et beaucoup de personnes à bord du navire avaient beaucoup bu. Alors que le navire prenait la mer sous le couvert de l'obscurité, il heurta un rocher submergé et chavira à une vitesse terrifiante. Seul un humble boucher a survécu au naufrage. Les autres périrent dans les eaux, parmi eux Guillaume, le seul fils légitime du roi Henri et l'unique héritier mâle de la couronne d'Angleterre. Sa mort plongea la question de la succession dans une incertitude dangereuse et l'avenir de la monarchie anglaise fut remis en question. À cette époque, les lois sur la succession en Europe occidentale étaient loin d'être réglementées. Dans certaines régions de France, l'héritage par le fils aîné était la coutume, mais l'Angleterre suivait une tradition plus complexe. Pendant la période anglo-saxonne, les rois étaient bien souvent choisis par un conseil appelé le Witan. La succession royale pouvait aussi entraîner des rivalités entre frères ou autres parents masculins légitimes. Le droit de régner n'était pas simplement hérité, mais revendiqué et contesté. Cette ambiguïté était aggravée par une histoire mouvementée de la succession anglo-normande au cours des 60 années précédentes. Guillaume le Conquérant a pris le trône d'Angleterre par la force. Ses fils Guillaume le Roux et Robert Courteuse se sont âprement disputés leur héritage, et Henri Ier lui-même n'avait assuré la Normandie que par la force militaire. Il n'y avait pas eu de transition pacifique et incontestée du pouvoir depuis l'époque de la maison de Wessex, plus d'un siècle auparavant. À présent, avec Guillaume Adeline perdu en mer, la couronne d'Angleterre se retrouvait de nouveau vulnérable, sans héritier, incertaine et exposée aux ambitions de ceux qui voudraient s'en emparer.
Henri Ier réfléchit longuement pendant des années à qui devait lui succéder. La question pesait lourdement sur lui, car l'avenir de son royaume était en jeu. Mais enfin, en l'an 1127, il prit une décision. Selon la chronique anglo-saxonne, Mathilde était revenue en Angleterre en l'an 1127, appelée par son père le roi Henri Ier, qui avait enfin décidé de la nommer comme son héritière. Son arrivée marqua un tournant dans l'avenir incertain du royaume. Désormais, Henri cherchait à assurer sa succession et la stabilité de l'Angleterre, ainsi que de la Normandie. La chronique relate ce chapitre solennel. Le roi Henri tint sa cour à Windsor, et David, le roi d'Écosse, était présent, ainsi que tous les grands seigneurs d'Angleterre. Le roi fit prêter serment aux archevêques, évêques, abbés, comtes, seigneurs et à tous les thânes rassemblés là, qu'il remettrait, après sa mort, l'Angleterre et la Normandie entre les mains de sa fille la princesse. Cette assemblée n'était pas une réunion ordinaire. C'était une démonstration soigneusement orchestrée de l'autorité royale et de l'intention dynastique. La présence du roi David d'Écosse, l'oncle de Mathilde, ainsi que des plus puissants nobles et ecclésiastiques du royaume, conférait à l'événement à la fois légitimité et gravité. Devant tout le royaume, les grands seigneurs d'Angleterre prêtèrent très serment de fidélité à une femme héritière. C'était un acte audacieux et sans précédent, dans un monde encore dominé par l'héritage masculin. Pourtant, l'Angleterre n'avait jamais connu de reine régnante. Jamais une femme n'avait porté la couronne en son nom, sa parole faisant loi. Bien qu'il y ait eu des reines consorts et des régentes qui gouvernaient en l'absence ou pendant la jeunesse des rois, le royaume n'avait jamais été dirigé par une femme en tant que monarque unique. La revendication de Mathilde était donc non seulement inédite, mais aussi révolutionnaire. Et sûrement dans l'esprit de nombreux grands seigneurs, le doute s'est installé et la trahison menacée. Le poids de leur serment, bien que prêté solennellement, restait fragile dans l'air, et il y avait peu de certitude que ses vœux tiendraient ante. Mathilde rétablie à la cour de son père, le roi Henri Ier influençait toujours fortement ses choix et son avenir. Déterminé à sécuriser les frontières sud de la Normandie, où son autorité avait été maintes fois mise à l'épreuve depuis sa conquête en 1106, il pressa Mathilde d'épouser Geoffroy d'Anjou, le fils du comte Foulques. Pour Henri, cette union était une nécessité stratégique qui lierait l'Anjou à la couronne d'Angleterre et renforcerait sa mainmise sur la région. Mathilde, cependant, était loin d'être enthousiaste. Autrefois impératrice du Saint-Empire romain germanique et désormais héritière du trône d'Angleterre, elle considérait l'idée d'épouser le fils d'un simple comte comme une atteinte à sa dignité. Leur différence d'âge accentuait sa réticence. Elle avait 25 ans, tandis que Geoffroy n'avait encore que 13 ans, étant encore plus un garçon qu'un homme. Pourtant, malgré ses réticences, Mathilde finit par céder à la volonté de son père, et en l'an 1128, ils furent unis par le mariage. L'union fut tendue dès le début. Il y avait peu d'affection entre eux, et leurs caractères s'avérèrent mal adaptés à l'harmonie. Néanmoins, le devoir l'emporta. En mars de l'an 1133, Mathilde donna naissance à son premier fils, qu'elle nomma Henri en l'honneur de son père. 2 ans plus tard, en l'an 1135, le roi Henri Ier d'Angleterre mourut. Avec sa disparition, l'Angleterre et la Normandie furent déjà plongées dans une profonde et dangereuse incertitude. Le serment prêté à Mathilde allait maintenant être mis à l'épreuve et le destin du royaume serait en jeu. Lorsque la nouvelle de la mort du roi Henri Ier commença à se répandre dans le royaume, beaucoup de ceux qui pouvaient le prétendre au trône se trouvèrent mal placés pour agir rapidement. Mathilde et son mari étaient encore en Anjou, loin du cœur du pouvoir anglais, mais un homme était mieux placé que la plupart pour saisir l'occasion, Étienne de Blois. Étienne se trouvait à Boulogne lorsque la nouvelle lui parvint.
Il était le fils d'Étienne Henri de Blois, un noble français estimé et un vétéran des croisades. La mère d'Étienne était Adèle de Normandie, la fille de Guillaume le Conquérant. Ainsi, Étienne possédait du sang royal par sa lignée maternelle, ce qui lui donnait une revendication légitime mais politiquement fragile au trône d'Angleterre. Sans tarder, Étienne rassembla ses chevaliers de maison et traversa la Manche. Le 8 décembre, il avait probablement atteint ses domaines à la périphérie de Londres. En quelques jours, il commença à faire valoir ses droits, agissant avec rapidité et précision. Le peuple de Londres l'accueillit à bras ouverts, le proclamant roi et acclamant son nom dans les rues. Sa cause fut encore renforcée par le soutien de l'Église, en particulier de son frère Henri de Blois, le puissant évêque de Winchester. Étienne se rendit à Winchester et s'empara du trésor royal, un symbole essentiel de l'autorité royale. Il restait cependant un obstacle sérieux. Le serment qu'Étienne lui-même avait prêté de respecter la succession de l'impératrice Mathilde, mais cette promesse fut rapidement écartée. Henri soutint avec persuasion que le serment avait été imposé injustement et, de plus, que le défunt roi avait commis une erreur en forçant sa cour à prêter allégeance à une femme. Pour renforcer cette revendication, l'évêque Henri convainquit Hugues Bigot, l'intendant royal du défunt roi, de jurer que le roi Henri avait, sur son lit de mort, renoncé à la succession de Mathilde et nommé Étienne comme son véritable héritier. Cette manœuvre a remodelé le récit à travers toute l'Angleterre. Parmi les nobles comme parmi les roturiers, la légitimité de la revendication d'Étienne s'enracina, et le 22 décembre de l'an 1135, Étienne fut couronné roi d'Angleterre à l'abbaye de Westminster. La couronne lui appartenait, mais la paix non, et une tempête se profilait à l'horizon. Au début du règne d'Étienne, son gouvernement semblait prometteur. La cour royale brillait de splendeur, remplie de somptueuses réceptions, où Étienne accordait de généreux dons de terres et de faveurs royales à ses partisans. Sa revendication du trône fut encore légitimée par le soutien du pape Innocent II conférant une approbation divine à sa royauté. Mais l'illusion de la paix fut de courte durée. Sous la surface, le mécontentement grondait et les ennuis ne tardèrent pas à surgir. En apprenant la mort d'Henri Ier et l'usurpation du trône par Étienne, le roi David Ier d'Écosse lança une invasion du nord de l'Angleterre au nom de Mathilde. Il s'empara de places fortes clés, dont Carlisle et Newcastle. Au même moment, le sud du pays de Galles se souleva en rébellion, et Étienne, malgré ses efforts, ne parvint pas à soumettre la région. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, Geoffroy, mari de Mathilde, menait sa propre campagne. Au début de l'an 1136, il lança des attaques en Normandie, exploitant la fragilité des possessions continentales d'Étienne. Bien qu'une brève trêve ait été conclue, elle se dissipa rapidement, et plus tard la même année, Geoffroy revint avec une force renouvelée, non pas pour conquérir, mais pour dévaster. Ses troupes balayèrent dans la campagne normande, pillant les domaines et incendiant les terres, semant le chaos plutôt que de chercher à gouverner. La promesse du début du règne de Stéphane cédait rapidement la place à un royaume au bord du gouffre, fracturé par la rébellion, l'invasion et l'ombre grandissante d'une reine rivale. Robert de Gloucester, le fils illégitime du roi Henri Ier et demi-frère de l'impératrice Mathilde, renonça à son allégeance envers le roi Stéphane, plaçant l'Angleterre sur la voie de la guerre civile. Figure redoutable parmi la noblesse anglo-normande, Robert possédait d'immenses domaines en Normandie et exerçait une influence considérable grâce au puissant comté de Gloucester. En l'an 1138, Robert renonça ouvertement à sa loyauté envers Stéphane et apporta son soutien à Mathilde. Sa défection déclencha une vague de rébellion, notamment dans le Kent et dans tout le sud-est de l'Angleterre. Pourtant, pendant un certain temps, Robert resta en Normandie,
tentant de convaincre Mathilde de mener une invasion de l'Angleterre et de réclamer sa couronne par la force. Pendant ce temps, Étienne cherchait à sécuriser sa frontière nord. Il fit la paix avec le roi David Ier d'Écosse, qui avait auparavant envahi en faveur de Mathilde. Dans un acte de diplomatie calculé, Étienne accorda au roi David le contrôle de la Northumbrie et de la Cambrie, en échange de son hommage et de la promesse de paix le long de la frontière. En l'an 1139, Geoffroy et Mathilde avaient renforcé leur emprise sur la Normandie. Par des campagnes impitoyables de terreur et de terre brûlée, mais leurs yeux étaient fixés sur un prix bien plus grand, l'Angleterre elle-même. Cette année-là, Mathilde, Geoffroy et Robert commencèrent à préparer une invasion à travers la Manche. À l'automne, Mathilde a débarqué sur la côte anglaise avec une petite mais déterminée troupe de 140 chevaliers. Elle se réfugia au château d'Arundel, une forteresse de grande valeur stratégique, tandis que Robert de Gloucester marcha vers le nord-ouest en direction de Wallingford et Bristol. Son objectif était de rallier des soutiens et de s'unir à Miles de Gloucester, un puissant magnate qui saisit ce moment pour trahir Étienne et se rallier à l'impératrice. Étienne réagit vite. Il se rendit au sud et assiégea le château, piégeant Mathilde à l'intérieur. Pourtant, Arundel était réputé pour sa solidité, ses défenses étant considérées comme presque imprenables. Finalement, Stéphane accepta une trêve temporaire, dont les termes restent obscurs. Ce que l'on sait, c'est qu'il permit à Mathilde de quitter le château sous escorte et de retrouver Robert dans le sud-ouest, une décision que certains qualifieraient plus tard d'acte fatal de chevalerie. Bien que peu de grands nobles aient encore rejoint la cause de Mathilde, elle commandait désormais une région de soutien cohérente et défendable. Son territoire s'étendait de Gloucester et Bristol, vers le sud-ouest jusqu'au Devon et à la Cornouaille, à l'ouest jusqu'aux Marches galloises, et à l'est jusqu'à Oxford et Wallingford, dangereusement près de Londres même. Elle établit sa cour à Gloucester, où elle et ses barons fidèles commencèrent à planifier leurs prochaines actions dans le conflit grandissant. Les tensions augmentèrent quand Ranulph de Chester, puissant noble anglo-normand, devint amer après la concession du Nord par Étienne aux Écossais. Ranulph pensait qu'il avait un droit légitime sur le château de Lincoln, qui restait entre les mains d'Étienne. Sous prétexte d'une visite amicale, il s'empara du château lors d'une attaque soudaine et traîtresse et renonça à son allégeance envers Étienne, se déclarant pour l'impératrice Mathilde. Étienne, furieux, rassembla ses troupes et marcha vers le nord avec grande hâte. À son arrivée, il mit le siège devant le château de Lincoln, préparant ainsi le terrain pour l'une des confrontations les plus dramatiques de la guerre civile que l'histoire connaîtrait sous le nom de l'anarchie. Au début de l'année 1141, le roi Étienne mit le siège devant le château de Lincoln, déterminé à le reprendre au rebelle Ranulph de Chester. Pourtant, alors même qu'il resserrait son emprise sur la forteresse, le danger se profilait. Robert de Gloucester, demi-frère de l'impératrice Mathilde et commandant de ses forces, avançait vers le roi avec une armée plus nombreuse et mieux équipée. Lorsque la nouvelle de l'approche de Robert parvint à Étienne, il convoqua un conseil de guerre pour évaluer ses options. Devait-il résister ou se replier pour appeler des renforts ? Avec son audace caractéristique, Étienne choisit d'engager la bataille. Ainsi, le 2 février de l'an 1141, les armées s'affrontèrent dans ce qui allait être connu sous le nom de bataille de Lincoln. Étienne se plaça au centre de son armée, commandant le cœur du champ de bataille. Les forces de l'impératrice, cependant, détenaient l'avantage en cavalerie. En réponse, Étienne fit mettre pied-à-terre à bon nombre de ses chevaliers, formant un mur résolu d'infanterie, et les rejoignit à pied, un roi prêt à mener ses hommes au combat. Mais la situation se retourna vite contre lui. La cavalerie de Robert déborda et encercla le centre royal, et Étienne se retrouva bientôt cerné.
Alors que l'étau se resserrait, beaucoup de ces hommes perdirent un courage et prirent la fuite. Pourtant, Étienne tint bon. L'épée à la main, il se battit farouchement, et lorsque sa lame se brisa, il s'empara d'une hache d'armes empruntée et continua le combat. Finalement, le roi fut submergé et capturé par les hommes de Robert. Il fut emmené du champ de bataille en tant que prisonnier. Ces derniers, infidèles refusant de se rendre, continuèrent à se battre jusqu'à être tués ou forcés de capituler. Stéphane fut d'abord emmené à Gloucester, où il rencontra en face à face l'impératrice Mathilde. De là, il fut transféré au château de Bristol, une forteresse longtemps utilisée pour l'emprisonnement de captifs de haut rang. Au début, sa détention était relativement humaine, mais avec le temps, son traitement devint plus sévère et il fut finalement enchaîné. Avec le roi désormais sous sa garde, Mathilde agit rapidement pour revendiquer le trône. Elle commença les préparatifs pour son couronnement en tant que reine, une démarche audacieuse et sans précédent. Pour être couronnée, cependant, elle aurait besoin à la fois de la bénédiction officielle de l'Église et d'un couronnement à l'abbaye de Westminster, un acte qui ferait d'elle la première femme à porter la couronne d'Angleterre en son propre nom. Avant Pâques, le frère de Étienne, Henri de Blois, agissant dans son puissant rôle de légat du pape, convoqua un grand conseil à Winchester pour analyser la position de l'Église durant la crise. À huis clos, Henri avait conclu un accord secret avec l'impératrice Mathilde. En échange du soutien du clergé anglais, elle lui accorderait l'autorité sur les affaires de l'Église dans tout le royaume. Fidèle à sa parole, Henri remit le trésor royal à Mathilde, bien qu'il fût largement épuisé, à l'exception de la couronne de Stéphane, le symbole le plus puissant de la royauté. Il s'attaqua alors rapidement aux derniers alliés du roi au sein de l'Église, excommuniant nombre des partisans les plus fidèles de Stéphane qui refusaient de prêter allégeance à l'impératrice. Après Pax, le clergé se réunit à Winchester. Lors d'une cérémonie solennelle riche en symboles, ils proclamèrent officiellement Mathilde comme dame d'Angleterre et de Normandie. Son droit désormais consacré par l'épée et le sacrement, Mathilde se rendit à Londres pour préparer son couronnement prévu en juin. Pourtant, alors qu'elle approchait de la capitale, le sol sous ses pieds commença à vaciller. Bien que de nombreux nobles influents aient juré leur soutien, les citoyens de Londres restaient méfiants. L'inquiétude s'installa parmi les marchands et les membres des guildes de la ville. Puis, le 24 juin, à seulement quelques jours de son couronnement, les troubles éclatèrent en une révolte ouverte. Une foule furieuse déferla dans les rues, se soulevant contre l'impératrice. Ce qui aurait dû être son moment de triomphe devint une scène de chaos. Mathilde et son entourage échappèrent en de justesse à la mort, fuyant la ville en toute hâte. Sentant le vent tourner, Henri de Blois, l'évêque de Winchester et frère du roi Étienne, abandonna la cause de l'impératrice et déclara de nouveau son soutien au roi. En riposte rapide, l'impératrice Mathilde et son demi-frère Robert de Gloucester marchèrent sur Winchester en juillet, assiégeant le château de l'évêque. Mathilde établit son quartier général dans le château royal, se préparant à briser la résistance d'Henri, mais l'évêque n'était pas si facilement défait. Rassemblant ses forces, il lança une contre-attaque féroce et, dans un acte désespéré de défi, il mit le feu à de grandes parties de la ville. Les flammes dévorèrent une grande partie de Winchester, la réduisant à une ruine fumante. Bien que Stéphane soit resté emprisonné, la loyauté qu'il inspirait à ses partisans s'est révélée redoutable. Ses forces restantes encerclèrent la ville, piégeant l'armée de Mathilde dans un blocus de plus en plus serré. Au fil des semaines, le siège causa des ravages. Avec les provisions qui s'amenuisaient et la ville ravagée, les forces de Mathilde commencèrent à souffrir de la famine. Prenant conscience de la dure réalité, Robert de Gloucester et Mathilde décidèrent de battre en retraite afin de préserver les forces qui leur restaient en main. Il organisa une retraite ordonnée.
Mais la retraite s'annonçait désastreuse. Alors que l'armée de l'impératrice tentait de quitter la ville, elle fut attaquée par les forces loyalistes du roi. L'avant-garde réussit à percer les lignes ennemies et escorta en sécurité l'impératrice Mathilde jusqu'à Gloucester, mais son armée n'eut pas cette chance. Une grande partie fut mise en déroute et détruite dans le chaos, et peu survécurent à l'embuscade. Pire encore, Robert de Gloucester lui-même fut capturé lors de la mêlée. La perte de son général le plus fidèle et demi-frère fut un coup dévastateur pour la cause de Mathilde, un coup dont sa campagne aurait du mal à se remettre. Le cours de la guerre avait de nouveau changé. Les deux factions en guerre finirent par accepter un échange décisif. L'impératrice Mathilde libérerait le roi Étienne de sa captivité, tandis que les partisans d'Étienne rendraient à leur tour Robert de Gloucester à sa cause. Ainsi chaque camp retrouva son chef et la lutte reprit là où elle avait commencé. Pourtant, le royaume qu'ils disputaient désormais était meurtri et brisé. Une grande partie de l'Angleterre était en ruine, ses champs ravagés, ses villes incendiées et son peuple épuisé par des années de conflits. Des milliers de soldats avaient péri, des maisons nobles avaient été déchirées et la terre réclamait la paix. Mais la guerre, implacable et non résolue, continuerait. À l'été de l'an 1142, Robert de Gloucester retourna en Normandie pour aider Geoffroy d'Anjou à soumettre les derniers foyers de résistance fidèles au roi Étienne. Leur campagne s'enfonça profondément en territoire contesté et une fois leurs objectifs atteints, Robert rentra en Angleterre à l'automne. Pendant ce temps, l'impératrice Mathilde se retrouva sous une pression croissante. Étienne, déterminé à mettre fin au conflit, lança une campagne audacieuse et encercla rapidement Oxford, où Mathilde s'était réfugiée. La ville, protégée par de solides remparts et les eaux sinueuses de la rivière Isis, avait longtemps été considérée comme sûre, mais Étienne, toujours audacieux, mena un assaut surprise de traversant la rivière et nageant même sur une partie du trajet. Il réussit à franchir les défenses extérieures, piégeant l'impératrice à l'intérieur du château d'Oxford. La forteresse était redoutable, ses murs épais et élevés, et Étienne choisit de ne pas gaspiller ses forces dans un assaut direct. À la place, il opta pour un siège prolongé, déterminé à affamer sa rivale jusqu'à sa reddition. À mesure que les jours raccourcissaient et que l'hiver s'emparait de la région, le siège s'éternisait. Puis une nuit juste avant Noël, sous le couvert de la neige et du silence, Mathilde s'échappa. Vêtue de blanc pour se fondre dans le paysage givré, elle s'éclipsa du château avec un petit groupe de chevaliers fidèles. Ils traversèrent la rivière gelée à pied et disparurent dans la nuit. Privés de leur chef et sans espoir de secours, la garnison du château d'Oxford se rendit le lendemain. Ce fut une évasion audacieuse qui allait entrer dans la légende, car la dame d'Angleterre échappa une fois de plus à ses ennemis grâce à son courage, sa ruse et le manteau de neige hivernale. Au milieu des années 1140, la guerre acharnée entre l'impératrice Mathilde et le roi Étienne s'était enlisée dans une impasse épuisante. Aucun camp ne pouvait revendiquer une victoire décisive, et l'Angleterre, épuisée par des années de conflits, languissait dans l'incertitude. L'année 1143 commença de façon précaire pour le roi Étienne. Au château de Wilton, dans le Hertfordshire, un important point de rassemblement pour ses forces royales, il se retrouva assiégé par Robert de Gloucester. Sous forte pression et en infériorité, Étienne tenta une percée désespérée, qui culmina avec la bataille de Wilton. Encore une fois, les forces de l'impératrice furent redoutables. L'armée du roi vacilla sous la force de l'assaut, et pendant un bref instant, il sembla qu'Étienne pourrait être fait prisonnier une seconde fois. Mais le destin changea grâce à la loyauté d'un homme, l'intendant d'Étienne, qui mena une vaillante action d'arrière-garde. Avec un courage remarquable, il retint l'armée ennemie, donnant à Étienne juste assez de temps pour s'échapper du champ de bataille.
Ce fut un combat durement gagné et bien que la couronne ait été préservée ce jour-là, le conflit ne montrait aucun signe de fin. Le pays restait divisé, son peuple épuisé et ses dirigeants enfermés dans une lutte acharnée pour l'âme du royaume. De l'autre côté de la Manche, cependant, Geoffroy d'Anjou renforçait progressivement sa position. En 1144, après avoir capturé Rouen avec succès, il fut officiellement reconnu comme le duc de Normandie, assurant le duché au nom de Mathilde et élargissant leur sphère d'influence. En l'an 1147, Robert de Gloucester, le demi-frère fidèle de l'impératrice et son commandant le plus compétent, s'éteignit paisiblement, marquant un tournant dans la longue et âpre lutte pour la couronne d'Angleterre. L'année suivante, l'impératrice Mathilde quitta elle-même l'Angleterre et retourna en Normandie, son absence diminuant encore l'élan de la guerre. À peu près à la même époque, l'appel à la deuxième croisade résonna à travers l'Europe, et nombre de ses partisans restants prirent à la croix et quittèrent le royaume. Affaiblissant la domination de son camp sur l'Angleterre, l'esprit du conflit s'estompa. Sans vainqueur évident en vue, et après des années de carnage, nombre de barons du royaume cherchèrent à assurer leurs intérêts personnels par des pactes privés et des traités de paix. L'Angleterre, lasse de la guerre, commença à retrouver le calme. À la suite de son retrait, le fils aîné de Mathilde, Henri, prit lentement le rôle de chef. Désireux d'affirmer ses droits, le jeune prince débarqua en Angleterre en l'an 1147 avec une petite troupe de mercenaires. Cependant, sa première expédition fut un échec, en partie à cause de son manque de fonds pour payer les troupes. Sans se décourager, Henri retourna en Normandie, où Mathilde rétablit sa cour à Rouen. Là, elle a sans doute préparé la candidature de son fils Henri au trône d'Angleterre. En l'an 1149, Henri traversa de nouveau la Manche, cette fois dans le but de forger une alliance au nord avec le puissant Ranulphe de Chester. Leur intention était de frapper à York, peut-être avec l'aide des Écossais, mais le roi Étienne agit rapidement et marcha vers le nord pour défendre la ville. La campagne s'effondra avant même d'avoir commencé, et Henri retourna une fois de plus en Normandie. Là, son père le déclara duc, consolidant ainsi son autorité grandissante. Malgré sa jeunesse, le charisme et le leadership d'Henri lui valaient l'admiration de toute l'Europe. Sa fortune monta encore d'un cran en l'an 1152, lorsqu'il stupéfia les cours de la chrétienté en épousant Aliénor d'Aquitaine, l'une des femmes les plus convoitées d'Europe et la reine de France tout juste divorcée. Grâce à cette union, Henri devint l'héritier d'une vaste étendue de terre s'étendant à travers l'ouest de la France, rivalisant même avec la puissance de la couronne française. Au début de l'an 1153, Henri débarqua de nouveau en Angleterre, cette fois avec une détermination accrue. Bien que Étienne ait tenté de le forcer à livrer une bataille décisive, l'arrivée d'un hiver rigoureux rendit le conflit insoutenable, et le roi se retira à Londres sous une trêve. Bien que ses victoires militaires aient été modestes, Henri et ses alliés contrôlaient désormais le sud-ouest, les Midlands et une grande partie du nord. La guerre civile, tristement connue sous le nom d'anarchie, avait fait rage pendant près de 15 ans. Étienne et Mathilde avaient en tous deux obtenu la couronne et leurs nobles les trahissaient en quand cela les arrangeait. Le royaume en avait payé le prix. La loi et l'ordre s'étaient effondrés, les barons régnaient sur leurs fiefs comme de petits rois, et de vastes régions, notamment dans le nord et l'est Anglie, étaient dévastées par des années de conflits incessants. Au début des années 1150, même l'Église et la noblesse, autrefois ambitieuses, aspiraient à la paix. Enfin, en novembre de l'an 1153, les deux camps épuisés se sont retrouvés une fois de plus à Winchester. Là, un accord durable fut trouvé. Dans la grande cathédrale, Étienne annonça le traité de Winchester. Il reconnut Henri comme son fils adoptif et successeur légitime, et en retour, Henri prêta hommage à Étienne et promit la paix. Les termes du traité étaient en clair.
Étienne conserverait l'autorité royale complète jusqu'à sa mort, mais gouvernerait en consultation avec Henri. Le fils d'Étienne, Guillaume, renoncerait à toute prétention au trône en échange d'une garantie de ses terres et titres. Les principaux châteaux royaux seraient emplacés sous la garde de garants neutres fidèles à Henri, et tous les mercenaires étrangers seraient renvoyés et renvoyés outre-mer. Bien que cet accord ait apporté le calme en Angleterre, la Normandie restait agitée par des troubles. Le mécontentement des barons persistait et Mathilde, désormais vieillissante, peinait à le contenir complètement. Mais le destin intervint une fois de plus. En l'an 1154, le roi Étienne mourut, et Henri Plantagenet fut couronné roi d'Angleterre. Pour le couronnement, il choisit la grandeur des 2 couronnes impériales que Mathilde avait rapportées de l'Empire allemand près de 3 décennies plus tôt. Avec son fils désormais couronné roi d'Angleterre, les tempêtes qui avaient longtemps tourmenté la vie de Mathilde commencèrent enfin à s'apaiser. Bien qu'elle n'ait jamais porté la couronne en paix et que son règne soit resté confiné aux années turbulentes de guerre, c'est grâce à sa volonté inébranlable et à sa détermination sans faille qu'une nouvelle dynastie royale est née. Mathilde n'a pas terminé ses jours en tant que reine, mais elle est devenue la mère des rois. De sa lutte estonnait la maison Plantagenet, une lignée qui allait façonner le destin de l'Angleterre pour les siècles à venir. Mathilde a passé ses dernières années en Normandie. Elle gouvernait souvent au nom de son fils, agissant comme sa représentante de confiance et supervisant les affaires du duché. Au début du règne du roi Henri II, la mère et le fils émettèrent ensemble des chartes en Angleterre et en Normandie, réglant les nombreux conflits fonciers qui étaient nés de la longue et amère guerre. Sa sagesse, forgée à travers les épreuves, était recherchée par Henri alors qu'il affrontait les premières complexités de son règne, et elle resta une conseillère influente dans les affaires de l'État. Avec l'âge, alors que le feu de sa jeunesse s'adoucissait, Mathilde se tourna de plus en plus vers l'Église et les questions de l'âme, bien qu'elle soit restée active dans la gouvernance de la Normandie jusqu'à la fin de sa vie. Ceux qui l'ont rencontrée durant ces dernières années ont noté une présence formidable. Pour un chroniqueur, elle semblait issue de la lignée des tyrans, un jugement sans doute davantage façonné par les cicatrices de l'anarchie que par la femme elle-même, dont les choix étaient instants de la nécessité, de l'ambition et de circonstances implacables. Mathilde est morte le 10 septembre de l'an 1167, à l'âge d'environ 65 ans, à Rouen. Sa richesse fut léguée à l'Église, où elle fut inhumée avec honneur. Une inscription sur sa tombe résumait sa vie et son héritage remarquable. Grande par la naissance, plus encore par le mariage, suprême par sa descendance. Ici repose Mathilde. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne, et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez, abonnez-vous, partagez et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de History Profiles.